Affaire de criminalité pédophile de notre société jamais mise à jour. Il s'agit des CD-ROM de Zandvoort. Oui, Janet a bien dit l'affaire des CD-ROM de Zandvoort, car sur Internet, il est courant de trouver quelques allusions aux présentations de cette affaire sous l'intitulé l'affaire du CD-ROM de Zandvoort. Attendez-vous au pire. Ce que vous allez découvrir à travers cette enquête est absolument épouvantable à tous les niveaux, car il s'agit, au-delà de la déjà bien abjecte pédophilie, eh bien, de crimes organisés, d'enlèvement d'enfants, de viols collectifs, de tortures des plus abominables qu'il puisse être permis d'imaginer par un esprit humain et de mise à mort. Tout cela pour un commerce absolument épouvantable, les fameux réseaux de l'horreur. L'histoire débute en Flandre, Belgique, 1988. Un professionnel de l'investigation, Marcel Verbouzem, crée avec quelques bonnes volontés citoyennes de son village un groupe de travail pour lutter pour les droits de l'homme. Les premiers dossiers sérieux sur lesquels ces activistes travaillent avec succès concernent les droits des prisonniers, ainsi que l'absence d'aménagement pour handicapés dans les zones publiques et de la ville Anvers. Alors, le Morkoven Werkgroep National, le groupe de travail qui porte le nom du village de Marcel et de ses acolytes, est formalisé en 1989 par Marcel Verbouzem sous forme d'association, ASBL, association sans but lucratif, l'équivalent en France de nos associations de loi 1901. L'ancien détective privé lutte à cette époque contre des pratiques honteuses perpétrées dans un établissement psychiatrique d'Anvers. Des enfants sont enfermés dans des cellules d'isolement pendant des semaines, quelquefois des mois, avec une violente lumière électrique. Les autorités nient de façon éhontée les faits jusqu'à ce que le Morkoven Werkgroep ne mette en évidence des violences particulièrement graves sur les petits pensionnaires. Finalement, contraintes de réagir, les autorités interviennent enfin et, sous la pression du Morkoven Werkgroep National, consentent à ce que la violente lumière électrique ne soit plus imposée de façon permanente aux enfants condamnés à l'isolement. Mais le traitement en lui-même appliqué à ces enfants, l'isolement, est particulièrement odieux et l'association ne relâche pas ses efforts. Au terme de ce bras de fer, les autorités apportent enfin une modification, mais uniquement sur le plan législatif, histoire de donner le change et de sous-entendre que le problème viendrait des lois en vigueur et non de ceux qui, au cœur des institutions, prétendent les appliquer. Ainsi, la dernière révision de loi accordée au traitement en isolement aura été la simple modification de l'appellation dite des cellules d'isolement, rebaptisée chambre de réflexion. Si l'appellation des conditions d'isolement est effectivement changée, il n'en est strictement rien concernant l'odieux traitement qui est appliqué à ces enfants, à ces petits pensionnaires. Cependant, les violences physiques et judiciaires appliquées dans l'impunité totale par l'institution poussent naturellement les enfants à fuguer dès qu'ils le peuvent, et le Morkoven Werkgroep ne peut que déplorer également le désintéressement des autorités face à ces disparitions. Car si les enfants fuguent, on ne les retrouve pas forcément et la police ne semble pas spécialement motivée pour les rechercher. Ces enfants décrétés à problème n'intéressent personne, hormis Marcel Verbouzem, l'ancien détective privé. Issu d'une famille éclatée de 10 enfants, ayant grandi lui-même en orphelinat, ce père de famille est particulièrement sensible à la cause d'enfants orphelins et victimes de mauvais traitements. Aviez-vous une expérience professionnelle particulière avant de créer le groupe de Morkoven? Oui, nous avions procédé à des enquêtes privées dans le passé concernant des enfants disparus. Déjà avant? Oui, nous avons fait des enquêtes, mais pas sur des réseaux de pornographie infantile, car nous n'étions pas encore au courant de l'existence de ces réseaux. Mais toutes ces années où j'étais détective privé, j'ai effectué des recherches d'enfants disparus.
Ah, déjà en tant que détective privé, vous avez dans le passé fait des recherches d'enfants disparus. Oui, c'est bien ça. Et est-ce que vous en avez retrouvé? Oui, nous en avons retrouvé plusieurs. Ce qu'il faut dire, c'est que les enfants placés dans les institutions n'ont aucune importance aux yeux de nos autorités, ni pour la police. Ce sont des enfants pauvres, des enfants qui ont affaire avec la justice, des enfants à problème, etc. Ça n'est pas important. Si ces enfants sont maltraités dans les institutions, s'ils sont dans les cellules d'isolement durant des mois, ça n'a aucune importance du point de vue des autorités belges. C'est ça la réalité en Belgique. C'est donc tout naturellement et dans ce contexte que Marcel Vervloesem et le groupe de Morcoven s'intéressent à ces enfants fugueurs, à leur disparition, puis à la problématique générale des enfants disparus et de l'incompétence chronique des autorités à les retrouver. Incompétence inadmissible et pour le moins suspecte. Les questions que se pose alors l'ancien privé sont: comment expliquer un tel acharnement, de telles levées de boucliers relayées par les autorités judiciaires, par de prétendus experts, psychiatres et autres, pour protéger ce système indigne? Pourquoi ce conglomérat de personnes d'influence nie-t-il en dépit des évidences ce contexte de maltraitance qui pousse les enfants à fuguer? Pourquoi les autorités, non seulement tolèrent et cautionnent ce contexte de maltraitance dramatiques et odieuses, mais minimisent également le drame des fugues et des disparitions qui en découlent? Quelle explication y a-t-il au fait que ces autorités fassent bloc pour expliquer que tout est normal et que les activistes pour les droits de l'homme du Morcoven Group ne sont que des enquiquineurs patentés qui exagèrent les faits? Et pourquoi la police bâcle-t-elle les rares enquêtes qui sont entreprises pour retrouver les enfants fugueurs et les enfants disparus de façon plus générale? Où disparaissent les enfants fugueurs? Où disparaissent les enfants disparus d'ici et d'ailleurs? À qui profite le crime? Marcel Vervloesem mène son enquête avec une détermination hors du commun. Il ne peut imaginer où celle-ci le conduira, ni que la cause qu'il défend au nom de nous tous et de l'humanité le mènera droit en enfer. Et que son courage n'aura de récompense de la part de ses contemporains que la destruction de sa vie. Marcel Vervloesem, sur la piste des enfants fugants de l'hôpital d'Anvers, s'intéresse à une association de protection de l'enfance, l'ASBL Ganymed, basée à quelques kilomètres d'Anvers. Il découvre derrière l'association un réseau de criminels pédophiles qui prend l'apparence de protecteur de l'enfance pour tromper le public et mieux attirer les proies dans sa toile. Les enfants fugueurs et autres qui y atterrissent, ils sont effectivement carrément sexuellement exploités. Les institutions politiques et judiciaires ne veulent pas prendre au sérieux les résultats d'enquête de Marcel Vervloesem et un second bras de fer s'engage entre l'activiste et les autorités de son pays. Qu'est-ce que c'est que l'ASBL Ganymed? Ganymed était une organisation qui organisait des activités pour des enfants, telles que du foot, faire des films, tout type d'activités. Ganymed était une organisation qui attirait à elle les enfants et qui les abusait. Nous avons pisté cette organisation et nous avons réalisé une grosse enquête sur Ganymed. Et là, on a découvert que les enfants étaient abusés. Nous avons saisi le ministre de la Justice. La police déclara qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait pas d'abus, que ça n'était pas vrai, et le ministre déclara au Parlement, ainsi qu'à nous-mêmes dans une lettre. Non, il n'y a rien à signaler, nous avons enquêté, il n'y a rien. Et 2 ans plus tard, un huissier de justice a fait une visite chez Ganymed pour saisir des meubles, etc. Et la maison était pleine de pornographie infantile.
Le responsable a été arrêté, il a aussi été jugé, et après ils ont dit, oui, il y avait quelque chose avec Ganymède. C'est une affaire qui a discrédité le ministre. Nous sommes en 1992. Ganymède, couverture d'un réseau de criminels pédophiles, est fermée. Mais bon, qu'en est-il du réseau que couvrait Ganymède? Curieusement, les autorités belges se garderont bien de chercher à l'établir, prétendant boucler toute l'affaire par la seule neutralisation de cette couverture, de cette association. Marcel Verwoezem, de son côté, poursuit son enquête dans l'environnement de cette association criminelle et tire sur le fil. Il met à jour un trafic d'enfants entre la Belgique et le Portugal, précisément entre Thames et Madère, en partant justement de cette association. Donc, le point de départ était cette association, cette ASBL, Ganymède. Il remonte jusqu'à 2 repères de pédophiles basés à Thames, le café Gaiati et le café Monty. Marcel Verwoezem prend alors de front les responsables du bordel, tentant d'obtenir d'eux des aveux et des informations plus en amont du réseau. Sa technique consiste à confondre lui-même les criminels et à obtenir plus d'informations de leur part avant toute saisine de la justice. Marcel Verwoezem a bien compris que s'il rapporte tout ce qu'il a récupéré comme information au fur et à mesure de son enquête, au fur et à mesure qu'il tire sur son fil, eh bien, cette justice en profitera pour occulter tous ces éléments et couper le fil, trancher le fil et interdire ainsi toute poursuite d'enquête. Marcel Verwoezem fait donc cavalier seul et tente d'obtenir d'eux des informations. Se sentant acculés, les criminels pédophiles avec le propriétaire du café, le Monty, Dirk Taon, faux témoins à charge, au comble du comble, saisissent alors eux-mêmes la justice, portant plainte contre l'activiste pour chantage. Ceux-ci accusent Marcel Verwoezem de leur avoir proposé de faire disparaître des photos compromettantes contre de l'argent. Marcel Verwoezem est incarcéré 15 jours quand même. Faisons un petit zoom alors sur cette affaire. Ouvrons une parenthèse rapide. Marcel Verwoezem sera condamné en première instance en fin 1998 pour chantage et escroquerie. Seulement voilà, le jugement s'appuiera notamment sur un casier judiciaire qui n'est pas le sien, le casier judiciaire d'un homonyme de Marcel Verwoezem. Marcel Verwoezem, le bon, fera appel. Entre-temps, la justice aura été forcée de reconnaître son erreur. Ainsi que l'absence totale d'éléments pour prétendre le condamner. De son côté, le patron du café Le Monty, Dirk Taon, déclarera à une journaliste hollandaise, Yolande de Graaf, qu'il avait produit un faux témoignage pour aider un de ses amis, un peu trop inquiété par l'enquête de Marcel Verwoezem. L'enquêteur sera pourtant condamné le 1er juillet 2001 par la Cour d'appel de Gand à 7 mois de prison avec sursis pour, tenez-vous bien, imprudence dans le traitement de ces dossiers. Après qu'il ait été reconnu lors de l'audience innocent de l'accusation d'origine. Reprenons la chronologie après cette parenthèse. Nous sommes en 92, au moment où Marcel Verwoezem est accusé de chantage par les pédophiles de Thames et poursuivi par la justice. L'enquêteur ne se laisse pas démonter pour autant, bien au contraire, et exploite la situation pour poursuivre son enquête interdite. En tant que prévenu, il obtient à grand-peine l'accès à son dossier, au dossier pénal le concernant. Dossier pénal qui donc forcément concerne aussi la partie adverse. Si celui-ci est bien évidemment vide de tout élément à sa charge, il contient en revanche des éléments plus qu'intéressants. Alors l'enquêteur n'a pas le droit de... Vous savez sans doute comment ça fonctionne. Quand vous êtes mis en examen, vous êtes inculpé, vous avez en théorie accès à votre dossier pénal, bien que ce soit toute une autre histoire pour que dans la pratique vous puissiez le compulser. Vous n'avez pas le droit de partir avec des pièces ou d'en faire des photocopies.
C'est la même chose en France, en Belgique et sans doute dans les autres pays d'Europe. Mais par contre, rien ne vous empêche, il faut le savoir, de compulser ces pièces tranquillement au tribunal